De retour sur ce plateau avec un cadre du parti présidentiel. Il est secrétaire de l'UDPS en charge des questions juridiques. J'ai salué M. Évariste Kalala. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur. La dernière fois, quand je vous recevais, nous abordions plutôt des questions sur changement de constitution ou guéguerre interne au sein de l'UDPS. Mais aujourd'hui, l'actualité du pays est obligatoirement tournée vers cette invasion de l'armée rwandaise sur les terres congolaises. Les Rwandais sont allés un peu plus loin, jusqu'au chef-lieu du Nord Kivu, c'est-à-dire dans la ville de Goma, où ils ont souillé les symboles de l'État. Vous, en tant que cadre de l'UDPS, comment vous vivez ces moments sombres de l'histoire de la République démocratique du Congo? Je commence par vous remercier pour votre invitation. Et je vais aller droit au but. D'abord, je souligne le lien que vous faites entre le débat sur le changement de constitution et l'invitation, l'armée rwandaise qui s'invite en violation de tous les principes de droit internationaux sur le sol congolais. Donc je souligne ça. Ensuite, j'aimerais vous dire que nous avons la tête haute en tant que Congolais. C'est une grande nation et que nous allons résorber cette question une fois pour toutes et définitivement. Ça, je pense que nos compatriotes, avec leur aide, nous allons, et bien sûr l'accompagnement parce que nous croyons en Dieu, avec toutes ces forces, nous allons arriver au bout du tunnel. Je pense que c'est une situation qui perdure depuis 30 ans, plus de 30 ans, et ces forces négatives pour nous, la nation congolaise, ont malheureusement, à une certaine époque, construit l'infrastructure même du pouvoir dans notre pays. Et je pense que l'occasion faisant le larron, nous allons avancer vers des nouveaux horizons. Oui, mais s'il faut déjà essayer, dès le début, parler de ce mélange changement de constitution et invasion de l'armée rwandaise actuellement, c'est parce que, j'ai souligné, parce que le deuxième sujet a d'office chassé l'autre. Le premier n'a pratiquement plus sa place dans l'opinion, on a l'impression, plus personne n'en parle. Mais j'étais justement en train à un moment, on conditionnait cela. J'étais justement en train de... que la paix revienne, s'il vous plaît, il faut qu'on change aussi la constitution. Mais on reste dans le même élan. J'étais justement en train de vous dire que vous n'étiez pas le seul à avoir constaté que le Rwanda s'agitait autour du changement de constitution. Vous n'êtes pas le seul à avoir remarqué ça. C'est à cause de ça qu'ils ont accéléré un peu. Je le souligne. C'est ce que j'ai déduit de votre affirmation et je vous appuyais en vous disant que vous n'êtes pas le seul à penser de la sorte. Ça, c'est très bien. Et vous avez dit aussi que c'est le moment maintenant de résoudre ce problème une fois pour toutes. Vous avez parlé de Dieu. Oui? Nous sommes à pied d'œuvre pour ne pas avoir des solutions cosmétiques, mais une solution stable et durable. Qu'est-ce que vous appelez solution cosmétique? C'est une solution qui nous laisse dans un élan où ça peut reprendre dans les années qui viennent. Mais qui, en attendant, sauve des vies. Mais justement, il faut... est-ce que c'est nous qui sommes... Oui, mais après combien de temps? Il faut que ça s'arrête sans condition et définitivement. On n'a pas besoin de négocier une paix de 2 mois ou 3 mois, ou d'une année ou de 2 ans. Il s'agit ici de ce que nous devons léguer aux générations qui viendront après nous, aux générations futures. Est-ce que vous pouvez dire à la population qui nous regarde jusqu'au Nord Kivu, chef-lieu province de Goma, qui ont vécu une semaine dernière quand même horrible, parce que les chiffres les confirment, c'est le gouvernement qui l'a dit, l'ONU également l'a confirmé, on est jusqu'à 3000 morts. Est-ce que vous pouvez dire à la population de Goma les raisons qui empêchent le président de la République, jusque-là en tout cas, de négocier avec ces rebelles, avec ces pantins, comme lui les appelle, pour au moins préserver leur vie, pour ceux qui sont morts la semaine dernière? Je pense que ce qui arrive au Congo, à la RDC, notre pays, n'est pas une première dans l'histoire de l'humanité. Et vous constaterez que si nous négocions sur notre souveraineté, sur notre paix, sur notre stabilité,
on en payera le prix continuellement. Je pense que c'est à nous de nous armer, de rectifier ce qu'il faut rectifier dans nos services de sécurité et dans notre armée et d'imposer la paix. Et de l'imposer, je pense que nous ne contreviendrons à aucun texte international si nous nous engageons à faire respecter la paix et notre intégrité territoriale sur notre territoire. Nous ne contrevenons à rien. Mais justement, moi je veux savoir, je vous ai demandé tout à l'heure, vous avez dit Dieu, oui nous prions Dieu. C'est une question d'approche, c'est une question d'approche. Nous avons constaté, et preuve à l'appui, parce qu'il y a de différents rapports des experts des Nations Unies, adoptés par le Conseil de sécurité d'ailleurs, les 10 rapports, qui font état de la présence de l'armée rwandaise qui recrute. En tout cas, ça pour ça on est d'accord. Voilà, et aujourd'hui, pourquoi nous, on ira négocier avec le Pantin, qui est le M23. Mais c'est que pour sauver des vies en attendant. Non, mais les conditions qu'il va ramener sont celles que lui aura dicté le Rwanda. Parce que ça, là, je parle d'un scénario, on se retrouve dans une ville en fait, peuplée. c'est un piège dans lequel il ne faut pas tomber. Parce que les conditions lui seront dictées par le Rwanda. Et j'en profite d'ailleurs de cette occasion pour parler de l'initiative de la CENCO et de l'ECC qui crée un dialogue interne. Je pense que ça sera un cadre... Vous saluez ou bien vous êtes dubitatif? Non, je pense que le dialogue, c'est un instrument au service de la démocratie. C'est l'instrument par excellence que les démocrates utilisent pour planifier leurs divergences, pour aplanir les divergences. Mais il faut qu'en face, nous ayons aussi un démocrate. Vous comprenez? Je pense que je salue la démarche parce que le dialogue, personne ne peut s'en passer. Mais simplement, il faut que dans la démarche, il faut que la démarche elle-même soit inclusive. Nous souhaitons que l'Église kimbanguiste et que également le représentant ou les représentants des églises de réveil prennent part justement à la préparation de ce dialogue. En attendant alors que ça a déjà commencé. Oui, mais c'est ça la préparation. Ils sont en train de consulter. Ils ont déjà rencontré 2-3 Mais c'est ça, ce sont des rencontres préliminaires, ce n'est pas le dialogue proprement dit. Ce sont des rencontres préliminaires. Et nous pensons que pour être le plus inclusif possible, il faut tenir compte des autres confessions, notamment l'Église kimbanguiste et les différentes le représentant ou les représentants des églises de réveil. Là, on est dans le format, mais il y a aussi le fond. Oui, dans le fond. Tout à l'heure, vous avez dit on ne négocie pas avec les Pantins. Eux, hier, n'ont pas exclu cela. Dans le fond, moi, en tant qu'UDPS, en tant que membre de l'UDPS, nous avons une appréhension du dialogue en tant qu'instrument à la disposition des démocrates. Mais le fond, nous ne pouvons pas encore contribuer parce que nous ne savons pas quels sont les différents méandres Moi, je peux vous donner une idée. Hier, Monseigneur Donatien Chollet a dit que parmi les personnes qu'ils vont rencontrer, il n'exclut pas de rencontrer Corneille Nangaa, qui aujourd'hui a quand même... Mais jusqu'à preuve du contraire, c'est un Congolais. Oh, mais c'est lui le Pantin, vous disiez tout à l'heure. Non, le M23, Corneille Nangaa, il ne viendra pas participer, je pense, à ce dit dialogue en tant que M23. En tout cas, je ne pense pas qu'il aura le chef de l'État en face de lui en tant que meneur de ce groupe d'occupation qui sème la désolation dans les populations qu'ils sont censés diriger. Ils tuent et massacrent les Congolais, et ce sont les mêmes Congolais qu'ils veulent diriger demain. Je pense qu'il faut être sérieux. Je ne pense pas, en tout cas, je ne vois pas un démocrate digne de ce nom accepter de négocier ou de parler avec ce monsieur-là, avec la casquette qu'il se targue d'avoir. D'ailleurs, vous avez suivi son meeting. Ça, c'est vous qui le dites, hein. Nous, le CESAC nous a interdit d'en parler. De parler de quoi? De meeting et de tout. Oui, mais justement, il y a eu des vidéos... Ça, c'est vous qui êtes en train de le dire. Oui, j'en parle parce que... on ne le dit pas. S'il vous plaît, j'en parle parce qu'il y a eu des vidéos
qui nous montrent que la population était dans un embrigadement. Ils ont menacé de tuer et d'arrêter tous ceux qui ne participeront pas à cette messe noire-là. Voilà. Donc, je suis clair et on ne peut plus clair. Ils ne sont pas acceptés et ne sont pas les bienvenus où que ce soit au Congo. Alors, Ils sont en train de vouloir instaurer la terreur. Ce sont des terroristes. Ils veulent, avec la terreur, se faire accepter. Okay, je pense que le dialogue dont parlent nos prélats et l'Église protestante, ce n'est pas un dialogue dont la motivation première serait la terreur. Le dialogue dont parle aussi et ça serait Vital qui Kamerhe. fait peur à qui? J'ai dit le dialogue dont parle aussi Vital Kamerhe. Il l'a encore dit hier. Le président de l'Assemblée nationale, oui. Je pense qu'il a, en tant qu'acteur politique, une vision et des pensées propres à lui et qu'il faut l'interroger. Propre à lui? Mais c'est un acteur politique. Lui dit que c'est pour la nation. Je ne sais pas quelles sont ses motivations. Il a prévenu depuis Bunagana. Mais je suis en train de m'exprimer sur la question. Moi, personnellement, je ne sais pas quelles sont ses motivations. Je me garde de commenter ses propos. Mais je peux affirmer, par mes sources, que Calais n'est pas entre les mains de ces terroristes-là. Donc il est en train de manipuler l'opinion. Je ne dis pas ça. Si vous avez une information contraire. Mais ça arrive. Moi, j'ai des sources. Calais n'est pas entre les mains des terroristes. Contrairement à ce que Vital Kamerhe avait dit. Je ne sais pas si c'est ce que lui a dit. En tout cas, en résumé, sans citer le ville ou quoi que ce soit, il a dit qu'il faudrait à tout prix négocier parce que le plus important, c'est de préserver les vies. C'est son approche. Comme je vous dis, c'est un acteur politique à part entière. Je n'ai pas à commenter ses approches. Mais peut-être que vous allez commenter alors l'approche de l'UDPS. Ah, visiblement, rien n'a été donné comme approche depuis un bon moment. L'opinion s'interroge où est passé Augustin Kabouya, qui a beaucoup parlé quand il s'agit de modifier la Constitution, mais depuis que les terroristes sont en train d'accélérer la machine, il a donné sa langue au chat. Écoutez, comme j'étais en train de vous le dire, je ne passe pas en la qualité d'un porte-parole d'un acteur politique. Non, l'UDPS, secrétaire quand même de l'UDPS. Oui, mais je n'ai pas cette qualité de porte-parole. En charge des questions juridiques. Je n'ai pas cette qualité de porte-parole d'un acteur politique, fût-il de mon parti. Vous comprenez? Ce que je peux vous dire, c'est que l'UDPS prend la question avec toute l'importance qu'elle mérite et avec toute la mesure qu'elle requiert, et que pour l'instant, il faut vraiment bien cibler le tir. Et le tir sera ciblé, je vous l'assure. Vous ciblez qui? Non, je parlais de tir, c'est une figure de style. C'est une figure de style. Je pense que le tir sera ciblé et nous ne manquerons pas notre cible. L'UDPS est à pied d'œuvre. Voilà. Pour le changement de la Constitution? Non, mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit ici. Il s'agit de la situation sécuritaire. Okay, donc on a mis d'abord dans un tiroir le dossier changement de la Constitution. Il y a un ordre de priorité. Il y a un ordre de priorité. Il y a des vies qui sont en jeu. Et je pense que le plus tôt possible, nous devons résorber la situation sans vendre le pays, sans hypothéquer notre avenir, sans hypothéquer l'avenir des générations futures. Ça c'est très bien. Je vais vous demander dans ce cas un message aussi quand même aux populations qui nous suivent, parce qu'on a appris qu'il y a quand même le courant qui a été rétabli. Ils sortent d'une situation très compliquée. On a eu quand même quelques extraits d'images, on a eu les témoignages, la ville est traumatisée. En tout cas, personne ne peut le nier. Est-ce que vous avez un message quand même, surtout pour les militants et les cadres de l'UDPS aussi, parce qu'on dit on insiste à des représailles, à des chasses à l'homme, à des attaques ciblées, voire des assassinats de vos camarades de l'UDPS dans la ville de Goma, pour ne pas dire dans toute la province du Nord Kivu, où les rebelles, pas toute la province, en tout cas les zones occupées par les rebelles. C'est inacceptable ce qui arrive à nos populations de Goma
et particulièrement aux combattants de l'UDPS. Et nous leur demandons de s'accrocher et de tenir bon, qu'ils ne pensent pas que rien ne sera fait. Il y aura une réponse à la hauteur et vigoureuse pour justement rétablir l'ordre et la sécurité. Le président de la République ne les a pas abandonnés. Ne les a pas abandonnés. Et jamais. Ils ne seront jamais seuls. Ici, il s'agit d'aborder la question dans ses contours les plus globaux pour avoir une réponse exhaustive. On ne les abandonnera jamais, il n'en est pas question. Ça ne nous traversera jamais l'esprit. Ça c'est très bien. Merci beaucoup, Monsieur Évariste Kalala, secrétaire de l'UDPS à charge des questions juridiques. C'est moi qui vous remercie, Télé 50. Je demande à tous les Congolais de ne pas céder à la désinformation. Pas seulement au désespoir. Et de rester serein et concentré, mobilisé pour l'Est de notre pays. Nous allons une fois pour toutes, ensemble, main dans la main, mettre fin à cette cabale machiavélique qui dure depuis plus de 3 décennies. Merci beaucoup. On va prendre le deuxième invité. Il s'agit du professeur économiste Jojo Sekimonyo. Il sera avec nous juste après, monsieur le secrétaire de l'UDPS.